Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo. On va s'intéresser un peu aux probabilités, voilà, les probabilités en classe prépa. Donc on va parler évidemment de probabilités, d'espaces probabilisables, de variables aléatoires et toutes ces joyeusetés qui en général donnent des cauchemars pendant les 2 années de prépa. Mais je vais essayer de rendre ça un peu plus simple et d'expliquer un peu pourquoi on fait les choses comme on les fait et pas autrement. Parce qu'il y a des raisons et parce que en vrai, c'est utile et ça peut même être intéressant. Attention. Mais bon, on va voir, on va voir ça tout de suite, voilà, pendant que je disparais dans le coin inférieur droit de votre écran, supérieur droit, pardon. On va s'intéresser donc aux probabilités, et il y a essentiellement deux grosses parties. La première partie, c'est la partie un peu traditionnelle, celle que vous faites au lycée, donc on s'intéresse aux univers, aux événements, aux probabilités. Et la seconde partie, qui est en gros un peu plus avancée, où on s'intéresse aux variables aléatoires. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec les variables aléatoires, vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses et que, en fait, même c'est là où il faut faire le plus de choses. Bref, sans plus attendre, entamons cette petite exploration des probabilités, voilà, ce petit tour d'horizon. Donc, la première chose, c'est finalement qu'est-ce que c'est qu'un univers. Voilà, c'est vraiment le niveau 0 des probabilités, c'est le strict minimum. Un univers, c'est juste un ensemble. Voilà. Donc ici, j'ai fait un patatoïde, voilà, que j'ai découpé en plusieurs sections. Donc il y a des sections en jaune, d'autres en vert, d'autres en rouge, d'autres en bleu. Toutes mes excuses aux daltoniens. Mais voilà, donc il y a différentes sections assurées de différentes couleurs. Et en gros, ce qu'on pourrait se demander quand on est confronté à ce genre de choses, voilà, un univers qu'on découpe en sous-sections, c'est, on pourrait se dire, si on part par exemple d'un point de vue un peu de physique, quelles sont les parties qui contribuent le plus à cet univers. Par exemple, si on pense en termes de masse, d'où vient l'essentiel de la masse de cet univers. Alors c'est pas un univers comme on entend en sens physique, hein, c'est un univers mathématique. Et bon, par exemple, on pourrait dire que voilà, de manière arbitraire, on décide que 95% de la masse, entre guillemets, de cet univers oméga vient de la partie assurée en jaune. Et puis on aurait 3% qui viendrait de la partie en vert. Et puis 1% de la partie en rouge et 1% de la partie en bleu. Et normalement, ça fait 100% quand on additionne tout. Et donc, en gros, c'est ça. Le point de départ, c'est comment donner du sens à la masse des choses, des univers, et comment on peut expliquer, par exemple, que si je découpe un truc en deux, il y a 50% de la masse d'un côté, 50% de l'autre. Ce genre de choses. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus? C'est parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup en classe prépa, mais donc la théorie des probabilités, en fait, emprunte beaucoup à une théorie plus générale et beaucoup plus puissante, qui est la théorie de la mesure. Je ne vais pas expliquer plus que ça ce que c'est qu'une mesure, etc. Parce que même moi, je n'ai pas fait beaucoup de recherches dans ce côté-là. Hein, je sors tout juste de prépa, je le rappelle. Mais en gros, voilà, il y a toute une théorie de la mesure où justement on donne du sens à ce que c'est qu'une mesure, généraliser les longueurs, etc. Et il y a un petit coin de cette théorie qui s'applique à la théorie des probabilités. Et donc c'est pour ça qu'on va parler justement de mesures de probabilité dans la suite. Mais donc pour l'instant, tout ce qu'on retient, c'est que voilà, on a un univers, on peut le séparer en plusieurs parties, associer une masse à chacune de ces parties, et puis dire que voilà, tout ça, ça contribue à la masse totale de notre univers. Bien évidemment, on le verra plus tard. Il n'y a pas trop de sens, enfin, on ne peut pas donner a priori de manière arbitraire un nombre pour la masse de cet univers, donc le plus simple c'est de dire 1. Voilà, la masse de l'univers c'est 1, et comme ça on peut parler de sous-parties, on peut parler d'il y a 50% de la masse qui vient d'ici, 30% qui vient d'ici, etc. Mais bref, donc on a un univers, et on veut le découper, mais encore faut-il pouvoir donner du sens à ces découpages, c'est-à-dire découper correctement. Parce que par exemple, bon, si j'ai le segment, si j'ai les entiers de 1 à n, c'est assez facile de les découper, hein, on peut prendre de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n, et on a n parties. Mais par exemple, si je m'intéresse à la droite réelle, voilà, si je prends pour oméga r, la droite réelle, c'est un peu plus compliqué de la découper. On peut découper selon les rationnels, selon les irrationnels, ok, mais bon, ça peut faire beaucoup de trucs très bizarres aussi. Donc justement, il faut essayer de donner un sens à ces découpages, comment on peut découper un univers, et c'est là qu'intervient le deuxième concept très important, celui de tribu, qui là encore une fois est emprunté à la théorie de la mesure, mais bon, donc ici on a quelques exemples d'univers. Par exemple, on pourrait considérer donc les entiers de 1 à n, on pourrait considérer tous les entiers naturels, on pourrait considérer les matrices de taille n à coefficient réel, on pourrait même considérer les suites réelles, mais donc pour ça il faut pouvoir les découper correctement, et donc on va introduire les tribus T. Voilà, pour noter, il y a une tribu. Donc le plus important, c'est bien évidemment que l'univers fasse partie de la tribu, ce qu'on appellera donc la tribu est constituée d'événements, et donc l'univers lui-même est un événement. La deuxième chose qu'on demande, c'est que si on a A qui est un événement,
Son complémentaire doit aussi être un événement, c'est assez naturel. Hein. Si vous avez quelque chose, ben, l'absence du truc, c'est aussi quelque chose, entre guillemets. Donc il est assez naturel de vouloir demander que le complémentaire soit aussi un événement. Donc ici, je l'ai noté avec une barre, parfois on met avec un C. Voilà. Et la dernière chose qui est peut-être un peu moins naturelle, c'est que si j'ai une suite d'événements, donc les AN, donc une suite ici, voilà, dénombrable, indexée sur N, j'aimerais bien que l'union de ces AN soit encore un événement. A priori, c'est pas forcément évident de pourquoi on demande ça, mais quand on pense aux probabilités, c'est peut-être un peu plus clair. Les probabilités, on aime bien, par exemple, essayer de calculer la probabilité d'une union de deux événements en fonction des probabilités de chacun des événements, hein, c'est-à-dire pouvoir regrouper nos événements. Par exemple, si je regroupe tous mes événements, en théorie, je retrouve l'univers entier. Bon, et donc, essentiellement, on veut qu'il y ait ça, et ça permet aussi d'éviter qu'il y ait des trucs trop bizarres qui traînent. Ça permet de faire en sorte que nos événements soient un peu plus jolis. Le fait d'exiger qu'il faut que les unions soient aussi des événements. Attention, d'ailleurs, je précise, c'est bien une union dénombrable ici que j'ai mis. Hein. Mais on peut aussi se ramener du coup aux unions finies, juste en prenant les AN tous égaux à l'ensemble vide à partir d'un certain rang. Mais bon, ça c'est le détail, on s'en fiche un peu. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ces tribus et notre univers, ben, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un espace probabilisable. C'est-à-dire, en gros, un espace qui est prêt pour être étudié. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des choses et on a une manière de découper ces choses entre elles, voilà, pour donner du sens. Les plus évidentes de tribus, ce sont par exemple celles constituées de l'ensemble vide et de l'univers tout entier. Vous vérifierez, elle vérifie bien les 3 points qu'on a demandé, hein, puisque essentiellement oméga est dedans, le complémentaire d'oméga c'est le vide et il est bien dedans, le complémentaire du vide c'est oméga, il est bien dedans, et si je prends une suite dénombrable, essentiellement soit c'est tous les termes de la suite sont le vide et donc c'est bien dedans, soit à un moment il y a oméga tout entier et donc oméga est bien un événement. Bref, donc ça c'est l'attribut trivial en gros. Bon, on peut pas dire grand chose d'intéressant dessus, elle est là, elle existe, puis c'est tout. L'autre qu'on va avoir c'est l'ensemble des parties d'oméga. Et là, il faut faire un peu plus attention, puisque du coup, les parties d'oméga, bon, c'est les parties d'un ensemble. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à votre cours de première année de MPSI, puisque je ne vais pas en reparler, mais en gros, les parties, c'est toutes les manières de découper un ensemble. Et donc, on peut choisir ça pour l'ensemble des tribus. Et ça fonctionnera très bien quand c'est un ensemble fini, quand c'est un ensemble dénombrable. Mais après, on aura des problèmes quand on va vouloir mettre des probabilités là-dessus, quand on s'intéresse à des trucs qui ne sont pas dénombrables. Typiquement, sur R, si on prend l'ensemble des parties de R, il y a des trucs très très étranges dedans. Vous pouvez prendre des segments que vous découpez n'importe comment, puis vous ajoutez un point, puis vous ajoutez tous les troisièmes points, puis bref, vous pouvez mettre beaucoup de choses très très étranges dedans. Donc, c'est l'intérêt des tribus, c'est de ne pas juste se contenter de prendre les parties, puisque des fois ça ne fonctionnera pas. Et donc, par exemple, ce n'est pas le cas en prépa, mais si vous faites plus tard donc, des probabilités sur autre chose que des ensembles au plus dénombrables, pour une tribu, au lieu de prendre l'ensemble des parties d'oméga, si on s'intéresse à R par exemple, on peut regarder la tribu qui est ce qu'on appellera engendrée par l'ensemble des segments de la forme A plus l'infini, avec fermé en A. Si vous prenez ça sur tous les réels, vous engendrez une tribu, donc essentiellement en prenant tous les complémentaires et les unions dénombrables. Vous verrez que ça fonctionnera vachement bien. Et ce sera beaucoup moins étrange que de prendre simplement les parties de R. Mais bref, encore une fois, c'est un détail, on va avancer un peu. Une fois qu'on a cet espace probabilisable, on est prêt à travailler dessus. Et donc pour travailler dessus, justement, il faut donner un sens à la masse. Hein, c'est-à-dire, on a des découpages, mais on peut accorder plus ou moins d'importance à différentes parties. Et justement, comment on fait ça ? On va introduire une mesure de probabilité, c'est-à-dire quelque chose qui va associer une probabilité à chaque événement. Essentiellement, encore une fois, vous pouvez substituer le mot probabilité par le mot masse, si pour vous c'est plus clair, voilà, ou le mot longueur par exemple. Mais donc ça associe une probabilité à un événement. De manière générale, si vous avez un peu de mal à savoir sur reprendre une probabilité, parce que des fois c'est pas forcément évident, un synonyme de probabilité ça peut être la vraisemblance d'un événement. À quel point il est vraisemblable qu'un événement se produise, c'est sa probabilité. C'est en gros une mesure de la confiance qu'on a en la réalisation d'un événement. Bref, mais donc ces probabilités, essentiellement il y a 3 propriétés qu'il faut respecter et qui permettront de retrouver toutes les propriétés que vous avez connues au lycée. La première, c'est bien évidemment qu'une probabilité, donc quand on mesure la probabilité d'un événement, il faut que ce soit compris entre 0 et 1, puisque
c'est une fraction en gros de la masse totale de l'univers. Donc une fraction, c'est forcément entre 0 et 1. La seconde chose, c'est que l'univers tout entier est donc une masse de 1. Donc P de oméga doit valoir 1. Et le troisième qui peut sembler un peu étrange, c'est que si en gros on a une suite d'événements, les AN, tels qu'ils soient tous mutuellement disjoints, c'est-à-dire que personne recouvre personne, on veut que la probabilité de leur union dénombrable, ce soit la somme des probabilités. Alors ça, on y pense forcément quand on a fait des probas au lycée. On a P de A union B, c'est P de A plus P de B lorsque A et B sont d'intersection vide, c'est-à-dire qu'ils sont disjoints. Mais en fait, on n'a pas besoin de demander ça. On peut demander directement que ce soit sur une union dénombrable. Et pourquoi on fait ça? Puisque du coup, l'intérêt, c'est qu'en faisant ça, on peut retrouver toutes les propriétés. Je vous invite à le faire vous-même. Mais par exemple, si on veut retrouver le P de A union B égale P de A plus P de B, ben vous prenez le troisième point que je vous ai donné. Vous prenez A1, c'est A, A2, c'est B. Et à partir de A3, vous prenez le vide. Et donc tout ça, ça va bien respecter les hypothèses que j'ai énoncées. Et vous allez trouver que P de A union B, c'est P de A plus P de B, lorsque A inter B vaut le vide. Mais il y a plein de choses que vous retrouvez, par exemple, la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de son complémentaire. Puisque tout simplement, vous prenez un événement, union son complémentaire, ça fait oméga l'univers entier, et donc la probabilité de ça doit valoir 1. Puis vous faites le découpage que j'ai mis juste avant. Bref, vous comprenez qu'en gros, c'est très pratique d'avoir juste ces trois propriétés à vérifier, parce qu'elles ne sont pas compliquées à noter et à comprendre, et qui permettent de retrouver une dizaine de propriétés à elles seules. Et d'ailleurs, vraiment, c'est important, puisque il y a vraiment sur des concours, des fois, il y a genre une question, quelles sont les conditions pour que P soit une mesure de probabilité, et c'est moins, enfin c'est pas juste pour les E3A que ça arrive, hein, c'est genre pas cette année mais l'année d'avant, à l'X, maths B je crois, il y avait un truc sur des mesures de probabilité justement, et il y avait une question, voilà, rappelez les 3 points que doit vérifier, enfin ils disaient pas les 3 points mais rappelez les points que doit vérifier une probabilité, enfin une mesure de probabilité pour en être une. Bref, donc tout ça pour dire que c'est très important et il faut bien s'en souvenir. Mais bon, donc si ces 3 points sont vérifiés, on a une mesure de probabilité, et donc maintenant on a notre univers, un découpage de notre univers et un moyen d'assigner des masses, c'est ce qu'on appelait un espace probabilisé. Maintenant, petite parenthèse, vous connaissez déjà le fait que si vous avez A qui est un événement de probabilité non nulle, on peut définir la probabilité de B sachant A. C'est-à-dire que la probabilité de B, ce sera P de A inter B sur P de A. Hein, c'est une probabilité conditionnée. Il faut savoir, donc ça c'est une mesure de probabilité. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, quand vous conditionnez selon A, et ça c'est très important, ça revient juste en gros à changer la manière dont vous mesurez votre univers. C'est en gros un changement d'échelle. Puisque si vous vous rappelez, je retourne tout au départ, on avait notre univers oméga, il avait des découpages sur différentes parties, et par exemple, quand vous regardez la probabilité selon A, si A c'est la partie jaune, bah, ce que ça veut dire c'est que vous assignez une masse de 0 à tout le reste. Et donc en gros, vous zoomez pour que oméga, en gros, il soit quasiment réduit uniquement à vos parties jaunes. Et c'est ça que ça veut dire, en fait, faire des probabilités conditionnées, c'est des changements d'échelle. Donc il n'y a rien de sorcier derrière, en fait. Hein. C'est juste ça, voilà. Et donc, de la même manière, c'est encore une mesure de probabilité, et donc on peut faire tout ce qu'on a fait juste avant. Mais voilà, une fois qu'on a fait ça, on a en gros fait tout ce qu'il y avait à faire sur les probabilités de terminal. Hein. C'est-à-dire qu'on a un univers, on a donné un sens à un découpage de l'univers, et on a donné un sens à la notion de masse. On a ces trois choses, on peut faire des changements d'échelle, on peut faire tous les trucs basiques. Mais après, on peut vouloir faire un peu plus, éventuellement. Par exemple, on peut vouloir jouer à pile ou face, hein, c'est pas mal. Et donc, on peut vouloir regarder, par exemple, le nombre de succès qu'on a eu dans 10 parties de pile ou face. On peut regarder le temps d'attente moyen, on peut regarder plein de choses. Et donc, pour ça, il nous faut des outils un peu plus développés, ce qu'on appellera les variables aléatoires. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on les introduit. Et encore une fois, il n'y a rien de sorcier, si ce n'est que le nom est assez trompeur. On appelle ça une variable aléatoire, comme si c'était une variable normale, hein, au sens un petit x, petit y, c'est une variable, je lui assigne des valeurs. Alors que pas du tout, une variable, c'est une application, une variable aléatoire. Et justement, c'est une application qui va de notre univers dans un certain ensemble E. Alors en prépa, on s'intéresse aux variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire qui sont à valeur dans un ensemble au plus dénombrable.
Et donc, ça facilite plein de choses, hein. C'est pour ça qu'on dit x d'oméga doit être au plus dénombrable. Et donc là, le deuxième critère pour que x soit une variable aléatoire, c'est que si je prends un élément x de l'espace d'arrivée, il faut que l'ensemble de ses antécédents soit une tribu. Encore une fois, ça peut paraître assez bizarre dit comme ça, mais en fait, ça a totalement du sens. C'est juste, encore une fois, pour éviter qu'il y ait des choses trop étranges qui arrivent, puisque nos probabilités, on peut juste les assigner à des événements. Et donc, si on avait des x dont les antécédents n'étaient pas des événements, on ne pourrait pas donner de sens tout simplement à la probabilité. Et donc, c'est pour ça qu'on exige donc que x-1 du singleton x appartienne à t, c'est-à-dire que l'ensemble des antécédents de petit x soit un événement. Voilà. Et donc, quand on a ça, voilà, on a une variable aléatoire. On peut refaire plein de choses dessus. Notamment, on peut s'intéresser à ce qu'on va appeler la loi de x. J'ai noté P indicé x. Donc, qui est juste, encore une fois, une application qui va de x de oméga, donc l'image de l'univers, dans 0,1, et qui est à x, petit x, associé à la probabilité que grand x prenne la valeur petit x. Et ça, bah encore une fois, c'est encore une probabilité. Sauf que cette fois, c'est plus une probabilité sur oméga, mais c'est une probabilité sur x de oméga. Et donc, on peut refaire tout ce qu'on a fait avant, finalement. C'est juste qu'en gros, on a changé, on a substitué à notre univers oméga, on lui a substitué à un autre univers. Et l'intérêt, c'est que ça peut, par exemple, faire converger, entre guillemets, enfin, ça peut rassembler des trucs qui n'ont rien à voir. Puisqu'en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a oublié l'univers d'origine. Et donc, ça permet de faire coïncider des choses qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, par exemple, on pourrait avoir oméga d'un côté qui serait l'ensemble des suites réelles. D'un autre côté, on pourrait avoir un autre oméga qui serait, je sais pas, les matrices à coefficients complexes. Et puis, on pourrait en fait envoyer tout ça sur un x de oméga. Donc, par exemple, si notre E qu'on avait choisi, c'était, je sais pas, les réels. Bref. Donc, voilà, l'intérêt, c'est en gros de retirer la spécificité des univers pour juste avoir des trucs assez généraux sur lesquels on peut déployer beaucoup d'outils. Et donc, il y a rapidement quelques lois à connaître en prépa. Elles sont quasiment toutes à connaître, parce qu'elles sont quasiment toutes explicitement au programme. La loi uniforme, vous la connaissez. C'est, voilà, si j'ai un dé à 6 faces, la probabilité de chacune des faces, c'est 1/6. Voilà, c'est équiréparti. Distribution égale de la masse partout. On a les lois de Bernoulli, on a les lois binomiales, géométriques. La loi géométrique, si vous avez un peu de difficulté à comprendre, c'est juste la loi du premier succès. On a la loi de Poisson, c'est en gros un temps d'attente moyen. Et la dernière, c'est la loi zeta, qui n'est pas explicitement au programme en prépa, mais qui peut à tout moment tomber, puisque dès qu'il y a un peu d'arithmétique, on peut faire tomber la loi zeta, puisqu'en gros, on peut la relier à la probabilité que des entiers se divisent entre eux, etc. C'est assez facile à faire, il n'y a pas trop de difficultés. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous connaissez un peu la fonction de zeta, vous connaissez peut-être le produit eulérien, qui est une autre manière d'écrire la fonction de zeta. Et justement, pour montrer que les probabilités, c'est pas que du vent, on peut par exemple montrer la formule du produit eulérien uniquement en passant par les probabilités. Et c'est pas trop compliqué, et c'est extrêmement satisfaisant, je trouve, de faire ça, puisque ça montre que les probabilités ont une vraie utilité théorique. Bref, donc il y a un bon paquet de lois avec leurs spécificités qui permettent de résumer plein de choses. Et elles sont assez utiles à connaître. Maintenant, au-delà de juste connaître des lois, on peut s'intéresser à la valeur moyenne. Hein, et donc ça, naturellement, on l'écrit comme une valeur moyenne, c'est-à-dire plus ou moins une somme pondérée, puisque la seule chose qu'on demande, c'est que l'ensemble des x fois les probabilités que grand x égale x soit sommable. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir donner du sens tout simplement à la somme des x, p de x égale x. Hein, c'est exactement une somme pondérée, puisque rappelez-vous, les probabilités elles sont toutes comprises entre 0 et 1. Et donc c'est une moyenne pondérée de nos petits x. Et donc ça, on appellera dans le langage courant la moyenne, mais en langage mathématique, on appellera ça l'espérance de x. C'est-à-dire quelle valeur on peut espérer. Tout simplement parce qu'il y a le principe, si vous connaissez un peu, de régression vers la moyenne. Hein, c'est-à-dire que si vous faites plein de trucs, plein d'expériences aléatoires, vous lancez plein de dés, je sais pas, par exemple,
Vous lancez 2 dés et vous sommez les résultats des 2 dés. Et vous regardez, vous notez le résultat que vous obtenez, vous regardez le nombre d'occurrences, et puis vous allez voir que ça va y avoir une certaine valeur moyenne qui va se dégager. Hein. C'est-à-dire que vous vous rapprochez de plus en plus d'une certaine valeur si vous faites les moyennes petit à petit de ce que vous obtenez. C'est-à-dire que par exemple, si l'espérance de vos notes c'est 15, parce que vous êtes un bon élève, et qu'au cours de l'année vous obtenez des notes, peut-être que des fois vous allez obtenir 12 ou 18, mais si vous faites les moyennes de vos notes, vous allez voir que petit à petit ça va se rapprocher du 15. Et c'est l'intérêt des moyennes, c'est que ça retire les irrégularités pour garder juste une certaine tendance. Bref, deuxième chose sur les espérances, c'est bien évidemment qu'on a ce qu'on appelle la formule de transfert, voilà, qui est très utile, puisque parfois on peut ne pas se contenter de regarder la variable aléatoire x, mais une certaine transformation de x, donc f de grand x, par exemple, on peut regarder x carré, ou x plus 2, ou racine de x, voilà. Et donc on peut aussi vouloir regarder donc, cette valeur moyenne, par exemple la valeur moyenne de x carré. Et donc là, la formule, elle est toute simple, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste qu'on remplace les x par des f de x, et ça tombe tout seul pour le calcul. Voilà. Et donc, c'est vachement utile. Maintenant, il y a un petit truc en plus, c'est l'unité de Markov. Donc, voilà, qui se présente comme ça, me dit que la probabilité qu'en valeur absolue x soit plus grand qu'une certaine valeur a, c'est plus petit que l'espérance de x sur a. Alors, toute seule, l'unité de Markov, elle paraît peut-être pas super utile, et c'est vrai, mais en réalité, elle l'est parce qu'elle permet de montrer notamment d'autres inégalités qui sont très très utiles. En gros, l'unité de Markov, c'est plus ou moins le premier pas pour montrer une vaste majorité de théorèmes en probabilité. Et justement, on va introduire un nouvel outil maintenant, la variance. Justement. Et donc pour ça, on va cette fois demander non pas que les x p de x soient sommables, mais que les x carré p de x égale x soient sommables, soit une famille sommable. Dans ce cas, on définira la variance de x comme l'espérance du carré de x moins son espérance. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'écrit très facilement, espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x. Puisque, je le rappelle, l'espérance est super pratique à manipuler, elle est linéaire, etc. La seule chose qui est un peu compliquée parfois, c'est l'espérance d'un produit, où il faut des hypothèses supplémentaires, mais bon, on va se concentrer surtout sur cette variance. Et donc cette variance, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? C'est tout simplement une mesure de la dispersion de x autour de sa valeur moyenne, puisque ça prend la forme de l'espérance d'un certain truc, ça prend la forme de l'espérance du carré de x moins son espérance. Alors pourquoi on ne regarde pas juste l'espérance de x moins son espérance? Puisque comme je l'ai dit, l'espérance est linéaire, et donc si on regardait juste l'espérance de x moins son espérance, ça ce serait l'espérance de x moins l'espérance de x, ce serait 0, donc il n'y aurait aucun intérêt. Mais justement, quand on met cette expression au carré, ça permet d'accentuer un peu les dispersions pour montrer encore une fois une nouvelle tendance. Et donc, c'est pour ça que cette fois, ça va fonctionner et qu'on va pouvoir avoir ce calcul donc, qui vaut l'espérance du carré de x moins le carré de l'espérance de x. Et donc, ça permet de mesurer la dispersion. Alors, si vous faites ça en physique, ça ce sera, si x c'est homogène à une longueur, ça sera homogène à une longueur au carré. Donc, on regardera justement en général l'écart type, qui est la racine de la variance. Sinon, c'est exactement à ça que ça sert. Et on peut généraliser ça avec la notion de moment, puisque en gros, l'espérance, c'est un moment d'ordre 1, la variance, c'est un moment d'ordre 2. Et si vous voyez où je veux en venir, un moment d'ordre n, ce sera juste si x puissance n fois p de x égale x, c'est une famille sommable, on pourra définir notre moment d'ordre n. Voilà. Bref, donc la variance c'est super cool parce que si l'espérance ça permet de trouver une tendance, la variance ça permet de voir à quel point on s'écarte en général de cette tendance. Mais ça permet surtout, grâce à l'inégalité de Markov, de montrer ce qu'on appelle l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, qui nous dit que justement la probabilité que x s'écarte de son espérance de plus de epsilon, c'est plus petit que la variance de x sur epsilon au carré. Donc ça permet en gros de savoir, justement c'est vraiment une mesure, la probabilité que x soit loin de sa valeur moyenne, on peut justement faire intervenir la variance pour majorer cette probabilité.
Et en parlant de variance, on peut généraliser cette notion avec la notion de covariance. Donc la covariance de x et y de variables aléatoires, c'est l'espérance du produit de x moins son espérance et de y moins son espérance. Donc vous retrouvez par exemple que la covariance de x et de x, c'est sa variance. Mais pourquoi j'en parle? Puisque si vous souvenez un peu de votre cours sur les espaces euclidiens et tout ce genre de choses, en fait, la covariance, ça prend exactement la forme, presque exactement, pardon, la forme d'un produit scalaire sur les variables aléatoires. Le seul problème qu'il y a, c'est que ça ne va pas définir une norme, mais une semi-norme. Pourquoi? Puisque si la variance de x est nulle, ça n'implique pas forcément que x soit la variable aléatoire nulle. Et donc c'est assez dommage. C'est presque ce qu'il faut pour définir un produit scalaire, mais pas tout à fait. Mais voilà, je mentionne ça parce que du coup c'est très utile, notamment parce que vous avez beaucoup d'inégalités sur les produits scalaires qui restent valables. Par exemple, l'inégalité de Cauchy-Schwarz reste valable sur ce truc qui n'est pas tout à fait un produit scalaire. Bref, c'est pas fini, on a encore d'autres choses, notamment un des gros résultats, c'est la loi faible des grands nombres, qui, pour le dire simplement, nous dit que si vous avez plein de variables aléatoires, en moyenne, elles convergent. Voilà ce qu'on pourrait dire en gros. Donc, je précise un peu, c'est-à-dire que si on pose Sn, voilà, qui est la somme des n premières variables aléatoires, donc qui sont les xn, qui sont toutes identiquement distribuées, c'est-à-dire elles suivent toutes la même loi, elles sont toutes indépendantes, mutuellement indépendantes, comme vous voulez. La probabilité que la valeur moyenne de Sn, c'est-à-dire Sn sur n, s'écarte de la valeur moyenne des x, c'est-à-dire m, ce supérieur à epsilon, c'est plus petit que la variance de x1 sur n epsilon carré. Et l'intérêt, c'est justement que ça, comme on a un n au dénominateur, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, ça veut dire que si vous regardez Sn sur n, ça va plus ou moins, en probabilité, ça va plus ou moins tendre vers la valeur moyenne des x, en fait. C'est une sorte... vous pouvez voir un analogue avec les séries et les suites. Si vous avez une suite AN qui tend vers elle, vous pouvez regarder la somme des AN divisé par N, et ça, sous les bonnes hypothèses, ça va aussi tendre vers la même limite. Bref, donc la loi faible des grands nombres, qui est vachement utile. Après, il y a des versions plus élaborées, par exemple le théorème central limite, etc., qui précisent plus de choses, mais c'est pas tout à fait au programme, donc on va pas en parler. La dernière chose, le dernier outil extrêmement utile, c'est le concept de fonction génératrice. Donc ici je l'ai écrit, voilà, on a g indice x, c'est la fonction génératrice de la variable aléatoire x. C'est une application, c'est une fonction qui, à z ou t comme vous voulez, associe la série des p de x égale n, z puissance n, entre guillemets, autrement dit c'est l'espérance de z puissance x. Donc ça c'est une série entière tout simplement, donc si vous savez pas encore ce que c'est pas grave, tout ce qu'il faut retenir c'est que voilà, ça existe, c'est une fonction, et c'est vachement utile, puisqu'en fait l'idée des séries génératrices, même si elles ont une forme qui peut paraître compliquée, c'est de vous simplifier la vie, grandement, puisque par exemple le calcul de l'espérance, c'est juste un calcul de dérivée pour les fonctions génératrices, puisque l'espérance de x c'est la dérivée évaluant 1 de g, et même pour la variance, le calcul est simplifié, puisque du coup, on a que ça va être g seconde évaluant 1, plus g prime évaluant 1, moins le carré de g prime de 1, et donc ça va grandement simplifier les calculs, notamment puisqu'en général elles ont des formes assez faciles à manipuler, les fonctions génératrices. Vous les gardez jamais sous la forme d'une série, ça se reformule toujours. Et je vous invite à le faire vous-même d'ailleurs si vous avez le temps. Prenez voilà, quelque chose qui suit une loi de Poisson par exemple, et puis vous regardez la série génératrice. Bref, et pour bien vous prouver que c'est très utile, non pas seulement pour calculer les espérances, les variances et les moments, ce qu'on peut regarder c'est la formule de Wald, qui n'est pas au programme de classe prépa, mais qui est un exercice qui tombe. Moi je l'ai eu aux mines quand j'étais en 3,5, et je crois que c'était aux mines, et qui est difficilement faisable sans les fonctions génératrices. À ma connaissance, je ne connais pas de solution sans les fonctions génératrices. Mais donc qu'est-ce que ça nous dit? C'est une formule en gros qui nous dit que si vous avez n, donc il y a une variable aléatoire à valeur dans grand N, qui est indépendante des xn, ou xn c'est pareil, c'est des variables aléatoires identiquement distribuées indépendantes,
on peut regarder S grand N de x, donc c'est la somme pour i allant de 1 à grand N de x, des xi de x. En gros, on peut regarder ça en disant que la variable aléatoire grand N, c'est un temps d'arrêt. C'est-à-dire que la variable aléatoire grand N, elle nous dit combien de xi on va sommer. Donc si on somme que les 3 premiers, les 4 premiers, les 8 premiers, les 12 premiers, c'est n qui va nous l'indiquer. Et donc on les somme et on peut regarder la valeur moyenne de ce Sn. En moyenne, qu'est-ce qu'on a? Et justement, on peut montrer en passant par les fonctions génératrices que l'espérance de Sn, sous les bonnes hypothèses d'existence, etc., ça va être juste l'espérance de grand N fois l'espérance de x1. Et ça, a priori, pour le montrer sans passer par les fonctions génératrices, c'est tendu. Puisqu'en gros, ce qu'on montre, c'est que la fonction génératrice de Sn, elle s'écrit comme la composée de la fonction génératrice de grand N et celle de x1, de manière assez naturelle, hein, avec cette formule qui nous dit que g de z, c'est l'espérance de z puissance x. Vous pouvez faire ça assez simplement. Bref, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les probas, pour rester dans un temps raisonnable, puisque ça fait déjà 30 minutes, c'est assez long quand même. Je vous invite à regarder ça de votre côté. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Les probas, c'est pas juste regarder dans un jeu de cartes, est-ce qu'on va avoir une 15 flush? Non, c'est pas prendre deux trucs avec des boules noires et des boules blanches et regarder si on a une boule noire ou une boule blanche. Non, ça c'est en 2 secondes. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Il y a beaucoup plus de choses à dire que juste ça en probabilité. Et c'est un peu dommage que ce soit surtout ça qu'on fasse au lycée, qu'on fasse des arbres avec des embranchements pour savoir si on va tirer des boules blanches ou des boules noires. Franchement, tout le monde s'en fiche. C'est faisable avec une calculatrice en 5 minutes. Il n'y a pas grand intérêt. Et encore, là, j'ai pas tout mentionné. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut dire. Je vous renvoie, il y a le théorème de la limite monotone, qui est un résultat assez simple, qui permet de montrer pas mal de choses. Et il y a encore bien d'autres choses à faire en probabilité, je ne vais pas tout mentionner, parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter. Bref, sur ce, c'était Adam, vous connaissez la routine, pouce bleu, pouce rouge, commentaire pour donner votre avis, le partage pour partager, parce que c'est cool le partage, hein. L'abonnement pour avoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adam. Ciao tout le monde!